qui avait été mentionné à la dernière, au dernier panel de discussion s'adressait presque à vous. Alors, on se lance tout de suite. Vous aviez tous un projet de sensibilisation à l'approche, changement de culture, mais vous avez tous pris des angles spécifiques. Je voulais vous entendre là, sur la spécificité de vos projets d'entrée de jeu. Donc, l'équipe du CHU Québec, Linda et Nathalie. Merci beaucoup. On n'a pas de micro, alors peut-être que derrière, ça va être un peu difficile. Les micros sont dans le plafond. Ah, OK. Alors, je vous entends, mais parlez fort. Alors, il faut parler vers le ciel. Peut-être juste vous lever debout. Lever debout? Oui. Ouais, c'est correct, je peux me lever. Alors, nous, comme projet, en fait, on s'est posé la question comment sensibiliser, comment changer une culture. On a entendu plusieurs interventions ce matin, vraiment fort intéressantes, inspirantes pour moi, là. Donc, j'adapte un peu ma façon de répondre et de vous parler de notre projet. Alors, nous, on s'est d'abord posé cette question-là. Bon, le CHU de Québec, c'est un très grand établissement. Comment on fait pour rejoindre à la fois les soignants, à la fois les médecins? On s'intéresse beaucoup au partenariat de soins et services, donc le patient dans ses soins, mais aussi à l'implication des patients au niveau de l'amélioration de la qualité. Alors, puisqu'on se posait la question et puisqu'on voulait être dans une philosophie de co-construction et de bottom-up, on s'est dit qu'en première étape, on va aller poser la question. Alors, on a fait, nous, ce qu'on appelle une grande consultation avec Nathalie et moi, là, on a construit un peu les questions, on a soumis ça à plusieurs personnes et on a lancé des focus group avec plusieurs instances, à la fois nos conseils multi, CMDP, conseil des infirmiers et infirmières. Ensuite, on a fait également des consultations auprès de notre conseil d'administration. On avait comme objectif de faire des vox pop pour aller consulter les patients sur est-ce qu'ils connaissent l'approche de partenariat ou pas. On a posé ces questions-là donc via des focus group et via des entrevues individuelles. Ensuite, on a fait une analyse qualitative, puis on a ressorti des grands constats. À partir de nos grands constats, en fait, un premier constat, hein, c'était un peu notre surprise. Très peu de gens avaient entendu parler du cadre de référence ministériel, duquel nous, on s'inspirait. Hein. Plusieurs personnes, comme le docteur, je m'excuse, votre nom m'échappe, a mentionné, plusieurs médecins n'avaient jamais entendu parler de l'approche de partenariat. Ce qui est enseigné, c'est plus l'approche de soins centrés sur le patient. Alors, on est reparti avec ça, on s'est dit, puis parmi les constats aussi, quand on a parlé avec des médecins, ils nous disaient, ben, nous, ça nous intéresse, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est un enjeu, le temps. Alors, pour sensibiliser, ça prend des messages clairs, ça prend des messages brefs, ça prend des messages percutants. Alors, on est retourné un petit peu table à dessin, puis on a créé une vidéo sur le partenariat à laquelle nos patients partenaires ont participé. On interviewait d'ailleurs un jeune résident, médecin, infirmier, infirmière, plusieurs personnes ont participé à cette vidéo-là. Résidents, exactement. Et ensuite, toujours dans cette foulée-là, il y a 2-3 médecins et plusieurs autres intervenants nous ont dit, ben oui, on a pris connaissance du cadre de référence ministérielle, mais on pourrait avoir un document plus bref, plus concis, qui aurait peut-être la couleur du CHU. Alors, on est retourné à la table à dessin et comme troisième action, on a écrit notre cadre de référence qui a été présenté à notre conseil d'administration qui l'a approuvé. Donc, on a placé notre approche vraiment au niveau du conseil d'administration et également au niveau des directions. On a, dans la foulée de nos consultations, là, beaucoup de directeurs ont participé au focus group. Alors, ça nous a permis d'avoir un engagement. Je pense que dans les termes, là, pour sensibiliser, je pense que l'engagement des parties prenantes est vraiment important. Et ça nous a permis d'inscrire le partenariat dans la vision de l'établissement. On est encore dans le projet. On a décidé de poursuivre le projet. Maintenant, j'ai entendu plein d'idées inspirantes ce matin là, sur comment faire descendre notre fameux cadre de référence, la formation. J'ai entendu les besoins de formation.
de sensibilisation. Puis on a un gros volet qui s'en vient de sensibilisation plus du public et de notre patientèle. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Ça me fait réfléchir un peu à ce qu'on a entendu aussi, d'aller chercher un peu le soutien en haut, d'aller sensibiliser en bas. C'est un truc à multi-niveau d'établir le partenariat. Hein. C'est un peu de communication, un peu de vision, leadership. Il y a une belle recette. On va en parler plus tard de comment ça l'ITI aussi. Technologie d'information, quand on veut diffuser un document, ça peut nous sembler simple pour nous dire, ben voyons, on a mis tant de temps à écrire quelque chose, comment ça que c'est pas diffusé? Les enjeux de la communication, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire aussi. Super, merci beaucoup. Je voulais passer peut-être à Louisanna et Greta, si vous voulez parler de votre projet un peu. C'est le partenariat, ça. C'est bon, ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ça marche tout Ça le marche temps. tout le temps. On se donne une clé. Okay, allô tout le monde. Je m'appelle Louisanna. J'ai eu la chance de coordonner ce projet-là au CUSUM, qui s'est étiré quand même sur quelques années finalement. Le point de départ de ce projet-là, moi en fait, j'arrivais tout juste en poste à ce moment-là. Puis on m'avait invité à une rencontre du comité en charge de la mise en place de l'approche adaptée à la personne âgée. Puis on me demandait, en fait, qu'est-ce que vous avez à nous offrir comme soutien, comme outil pour avoir un volet de partenariat avec les patients et les familles plus fort au sein de l'approche adaptée à la personne âgée. Donc, pour information, l'approche adaptée à la personne âgée, ça vise à réduire les risques pour les personnes âgées qui sont liées à l'hospitalisation, donc le déclin fonctionnel, le délirium, les chutes. Et en fait, elle sentait, en fait, les responsables de ce projet-là sentaient vraiment que l'approche partenariat avec les familles manquait finalement à leur stratégie. J'avais pas beaucoup d'outils à offrir à ce moment-là, et là, l'appel de projet a été lancé. Donc, ça nous a paru pour nous être une bonne occasion de chercher justement à développer notre expertise à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Greta, qui était déjà finalement impliquée au sein du comité partenariat patient de l'approche adaptée à la personne âgée. Je te laisse continuer avec le pourquoi tu faisais partie de ça. Pourquoi que je suis ici. Une chose qui m'a frappée, c'est que j'étais partenaire depuis 40 ans, sans le savoir. De ma mère, de ma soeur, d'autres personnes. Il fallut que je jouais ce rôle parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait le faire. Alors, j'ai préparé quelque chose avec elle parce que mon français, on ne peut pas compter sur ça. J'ai 84 ans et je vis la réalité du vieillissement au quotidien. Pendant les dernières 20 années, j'ai vécu plusieurs expériences d'hospitalisation. Je connais le sentiment de vulnérabilité associé de vieillissement, un sentiment de petite et grande perte. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai pu observer des pratiques défavorables à l'expérience des patients et à leur sentiment de sécurité. Puis, quand on est âgé, on craint parfois d'exprimer des demandes ou des besoins de peur de se mettre le personnel à dos. Il y a malheureusement beaucoup de préjugés envers les personnes âgées dans notre société. J'ai vu des lacunes dans les services médicaux et je voulais contribuer à les améliorer. C'est pourquoi je me suis impliquée dans le comité de AAPA. Le projet que Louisanna va présenter consiste finalement à optimiser toutes les ressources des patients et même de leur milieu de vie dans le soutien des proches et des patients. Lorsque vous êtes à l'hôpital, vous vous sentez très seul. Les proches connaissent les besoins des patients physiques et émotifs et sont des fervents défenseurs de leur humanisation de l'expérience du patient. Il faut utiliser cette force. Voilà. Donc, je pense, il me reste un peu de temps, 3 minutes. Je pense que ça met vraiment en place l'esprit du projet qui visait vraiment à aider les proches, à aider leurs proches qui étaient hospitalisés,
puis aider les patients aussi à être plus engagés dans leurs soins et aider le personnel à mieux interagir ou interagir de manière qui est plus favorable au partenariat. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les proches veulent aider, mais ne savent pas nécessairement comment, puis on ne leur explique pas non plus nécessairement exactement, on ne les soutient pas nécessairement dans ce rôle-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a ciblé une unité de soins à l'Hôpital général de Montréal, une unité de médecine générale sur laquelle il y a une forte proportion de patients plus âgés. On a eu la chance de collaborer avec l'infirmière gestionnaire de l'unité qui était absolument passionnée par le sujet et qui ne nous a pas lâchés en 3 ans, ce qui est quand même miraculeux dans les circonstances. Et on a, en fait, avec son équipe, on a fait 2 phases. En fait, d'abord, on a fait une phase de diagnostic, essayer d'établir quels sont les obstacles sur cette unité-là au partenariat dans les soins avec les familles. Puis, dans un deuxième temps, à partir des obstacles qu'on a identifiés, monter un plan d'action avec les patients partenaires, avec les équipes pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour soulever ces obstacles-là. Donc, le diagnostic, ça a été des entrevues avec les patients, avec les familles qu'on a faites avec des patients partenaires, puis ça a été des groupes de discussion avec le personnel. Et à partir de ces rencontres-là, on a été capable d'identifier 3 obstacles majeurs. Donc, une confusion dans les rôles au niveau du partenariat dans les soins. Les familles pensent qu'on attend quelque chose d'elles, le personnel pense qu'elles s'attendent à autre chose. Bref, beaucoup de confusion puis autour des rôles et responsabilités des attentes respectives aussi. Dans un deuxième temps, c'est le comment on opérationnalise ce partenariat-là finalement. Donc, on a tous la bonne volonté de vouloir travailler en partenariat, mais comment ça se fait là, dans le feu du quotidien? Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant parce que vous êtes allé vers l'intérêt de Pierre pour justement voir que les patients s'impliquent, mais après, pour les garder engagés, on peut aussi leur demander où ça leur tient à cœur. Dans ce cas-là, c'est littéral. Où ça leur tient à cœur, puis où ça leur tente de s'impliquer. C'est souvent comme ça qu'on va créer des boucles aussi. Ça m'amène à ma deuxième question, puis c'est le rôle de vous, usagers partenaires, dans les projets. C'est pas toujours évident quand on rentre dans un projet, hein, de savoir c'est quoi notre rôle. J'aimerais ça vous entendre sur votre expérience, puis qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté. Nathalie? Ben, bonjour à tout le monde. Et du manquer. Pardon? J'ai une première question. Entendez-vous des voix? Écoutez, moi, je me présente, je suis Nathalie Potier et j'ai la chance de faire partie de ce beau projet-là qui, au départ, je ne savais pas que ça existait. Je suis touchée depuis le début ce matin de voir à quel point c'est une préoccupation pour vous toutes, vous tous, d'améliorer le sort du patient, dans le fond, et qu'on puisse contribuer à sa propre santé. Au départ, je vous dirais, moi, j'ai un lupus érythémateux disséminé, donc pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, ben mon système immunitaire m'attaque au lieu de me défendre, et c'est mes organes vitaux. Donc, ça a commencé par le cœur, les poumons, tout ça. Donc, il fallait trouver rapidement. J'ai été vue par 8 cardiologues avant de tomber sur ma cardiologue actuelle, qui est Dr Gaudreau, qui pratique grandement cette ouverture-là pour vraiment de patients partenaires. Sans elle, je ne serais pas encore diagnostiquée, parce que ça peut... ou je pourrais ne pas être encore diagnostiquée, parce que dans mon cas, c'est à cause de ma conjointe que j'ai été diagnostiquée plus rapidement, parce qu'on me posait des questions, mais j'avais oublié beaucoup de symptômes. Dans ce projet-là, depuis le départ, j'ai fait partie intégrante de toutes les étapes. Je ne savais pas c'était quoi le rôle d'un usager partenaire dans ce cas-là, sauf que dès le départ, j'ai participé à la rédaction avec Linda des documents. J'ai participé au protocole, le protocole des entrevues. Je veux dire, au Canva des entrevues. J'ai mené les entrevues avec les médecins. C'est moi qui ai mené ces étapes-là.
et des résidents aussi. J'ai participé aux vidéos promotionnelles et au plan d'action aussi. Là, nous voilà ici avec ça. Donc, toutes les étapes avec Linda, j'ai participé dès le départ et j'ai trouvé, aussitôt que c'est parti, je me suis dit, mon rôle va être minime, mais non, quand j'ai vu l'organigramme à un moment donné, puis que j'étais à côté de Linda et non bien en dessous, j'ai vu à quel point c'était sa priorité. En ayant 14 spécialistes, ben, c'est sûr que je suis en mesure, moi, de comparer qui pratique l'approche partenariat et qui ne le pratique pas. J'ai environ la moitié de mes spécialistes qui le pratiquent. Et donc, je suis vraiment en mesure de voir les bienfaits versus ceux qui le pratiquent pas et qui nous donnent pas la chance autant de s'exprimer. Donc, je pense que c'est... j'ai tout à gagner à devenir un porte-parole de cette approche-là et de ce projet-là, parce que je pense que je suis en mesure de bien comparer. Désolée, j'ai pas eu de sourire. Pas pire. Un écho entre ce que Greta disait tantôt puis ton histoire, Nathalie, parce que ça a parti dans vos soins. Oui. Puis c'est devenu une implication. C'est la même chose avec toi, Paul. Tu sais, vous êtes parti dans vos soins, à vouloir vous impliquer dans vos soins à vous, puis ça a cheminé vers, et je pense que c'est quelque chose de commun. Greta? Alors, il y avait 4 patients partenaires qui ont été impliqués dans le projet. Personnellement, j'ai été impliquée dans les entrevues et dans presque chacune des rencontres de travail du projet, de la rédaction de la proposition du projet. Je pense que la valeur de notre rôle est que nous avons été patientes et que nous avons côtoyé des patients. Notre plus importante contribution s'appuie sur notre point de vue expérientiel des soins. Tout au long du projet, très souvent, j'ai senti que les gens écoutaient mon expérience en général quand j'ai soulevé des choses. Les gens ont répondu de manière très positive. Jamais les actrices de ce groupe ont été sur la défensive face à mes commentaires, qui étaient critiques souvent. J'ai passé beaucoup de ma vie comme activiste et c'est ça le mot. J'ai particulièrement senti que je contribuais au niveau de rédaction des documents éducatifs destinés aux patients et aux familles. Comme ancienne professeure d'anglais, la littérature anglaise, et comme patiente, j'avais des suggestions pour rendre le texte plus accessible. Avec le leadership de Louisiana, le groupe a développé une belle dynamique de travail à travers les 3 années du projet, ce qui a contribué de manière significative au succès du projet, je crois. Bon esprit du corps. Partage nos réponses. 1 minute? Non, deux. Non, je C'est correct, donc, je pense qu'en complément, je dirais que vraiment, on avait 4 patients partenaires impliqués, qui ont été impliqués pendant les 3 années, ce qui est aussi extraordinaire là, dans le contexte. Ils ont vraiment donné une âme au projet. Ils étaient là dès la rédaction. Ils étaient passionnés par l'objectif du projet, de nous partager leurs histoires vraiment en continu à toutes les étapes du projet. Puis le comité de coordination du projet était 50-50, si on veut. Donc, c'est vraiment, il y avait 4 patients partenaires, puis on était à peu près 4 professionnels plus impliqués dans le projet. Donc, ça a créé vraiment une dynamique intéressante de partenariat. Ça a fait toute la différence, en fait. Ça nous a permis de nous recentrer toujours sur les bons objectifs. J'ose penser qu'il me reste peut-être 1 minute pour juste dire que dans cette expérience-là, j'ai aussi vraiment, dans mon poste comme responsable du programme Partenariat Patient, beaucoup appris sur comment travailler en partenariat. Ça a été une grosse leçon d'humilité, en fait, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je sens que je peux mieux soutenir des équipes, en fait, à travailler en partenariat. Parce que je pense qu'on parle souvent des difficultés structurelles autour du partenariat, mais peut-être un peu moins souvent des difficultés communicationnelles ou juste interrelationnelles. C'est compliqué quand même de travailler en partenariat. C'est pas vrai qu'on a toujours les bons outils dans la bonne situation pour assurer un partenariat réussi. Donc, je pense qu'il faut être prêt à apprendre dans l'expérience puis à développer de nouveaux outils en continu.
Merci. Ce que j'aime aussi dans ça, c'est la question de la réciprocité, puis on voyait ça aussi, de sentir que d'être 4-4 ou 2 à la même place dans l'organigramme, ça peut dire quelque chose aussi. Il y a un rapport réciproque dans ça qui est présent. Chez vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, mon implication s'est passée beaucoup au niveau stratégique. On mentionnait tout à l'heure le comité de gestion des risques cliniques. C'est un comité composé de professionnels, médecins, pharmaciens, professionnels de différents niveaux, gestionnaires également, évidemment. Donc, mon implication dans ce comité-là, étant vraiment éloigné du domaine de la santé, me permet de voir les choses avec un certain recul. Parce que des fois, les gens qui sont la face sur le problème ne voient pas nécessairement certaines choses qui semblent évidentes parce qu'on a un recul. Je me permets, à l'occasion, d'intervenir, de suggérer des pistes de solutions pour des choses comme ça. Ensuite, toujours au niveau stratégique, Agrément Canada, on en parlait ce matin, les gens d'Agrément Canada voulaient savoir comment l'Institut intègre les usagers de ressources, entre autres, dans le parcours de soins. Donc, ils ont voulu nous rencontrer durant la pandémie, donc c'est dans Teams. Et on était quelques-uns à expliquer un peu comment on le faisait, puis qu'est-ce que ça a fait comme valeur ajoutée pour nous. C'était vraiment très intéressant. Troisième niveau, il y a eu un atelier sur l'élaboration du plan stratégique de l'Institut. Ils m'ont invité de participer, j'ai trouvé ça formidable. Parce que vraiment, mon parcours pouvait, je pense, apporter quelque chose. Parce que tout au long, avant la chirurgie, la préparation, c'était vraiment parfait. Par contre, où j'avais senti l'amélioration possible, c'est après. Parce qu'on veut savoir notre vie, comment va être changée après. Comme moi, je ne suis pas âgé pour le genre de chirurgie que j'ai eu. Je voulais surtout pas que ma vie change de façon radicale. Je suis quelqu'un de très actif. Je n'avais pas l'intention de devenir sédentaire. J'aurais dit, il y aurait peut-être quelque chose qui manque après. À ce niveau-là, ils ont trouvé ça intéressant. Ils suggèrent quelques pistes de solutions pour ça également. Ensuite, bon, évidemment, j'ai également participé à l'élaboration d'un parcours de formation sur la communication. Parce que les bénévoles, comme nous, s'impliquons, un minimum, ça prend la communication. Les gens peuvent avoir des bonnes idées, mais ils ne sont pas capables de les exprimer ou le font de façon un peu maladroite, ça peut arriver. Le parcours de formation qui nous a été proposé par une firme externe, nous, on l'a tout visionné, différentes capsules, et on a commenté, dit, bon, ça c'est positif, ça c'est négatif, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, etc., etc. Ensuite, j'ai eu à partager mon témoignage de mon historique, ce qui est arrivé, qu'est-ce qui m'a amené à être en contact avec l'Institut, via la Semaine nationale de sécurité des usagers. J'ai vraiment expliqué c'est quoi le partenariat et les bénéfices que je voyais. Tout à l'heure, je vous disais que je m'étais impliqué beaucoup, et depuis ma chirurgie, mon histoire était un petit peu connue dans différents médias Québec pour différentes raisons, parce que je m'implique, j'essaie de faire bouger les choses. Puis, depuis ce temps-là, c'est incroyable le nombre de personnes qui me contactent, qui ont des problématiques cardiaques similaires aux miennes, qui se posent les mêmes questions, qu'est-ce que je vais faire après, où je vais aller, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ils ont des familles, ils ont des proches, ils se demandent si leur vie va être radicalement changée. Donc, c'est vraiment à différents niveaux, plus au niveau stratégique dans ce cas-ci, alors qu'à la fondation, c'est différent. Donc, voilà, ça présente un peu mon implication avec ça. On parle beaucoup des transitions après, dans d'autres contextes aussi, dans d'autres projets. Il y avait un projet en Gaspésie aussi qui connaît cet angle-là. Il se passe quelque chose après dans la vie des patients. Des fois, en milieu hospitalier, c'est notre angle mort, genre de dire, OK, ouais, mais nos patients, on s'en est bien occupés maintenant. Qu'est-ce qui se passe après? Puis il y a beaucoup d'éléments de sécurité dans la qualité de soins. Merci d'avoir donné cette image-là. Je vous relance la prochaine question vers l'autre côté pour la prochaine étape. Je me demandais c'était quoi pour vous les incontournables qui visent à assurer l'intégration optimale des patients. C'est bien beau, Pierre, tu as beaucoup ça, mais comment ça se fait? C'est quoi le lien? La mayonnaise, comment on la fait tenir? Je vais aller tout de suite. En fait, il y a 3 éléments qui ont sorti pour moi clairement de toutes ces années-là. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un bon fit entre les besoins de l'organisation et l'intérêt et la volonté de la personne à s'impliquer. Si jamais la personne veut faire quelque chose qui est très appliqué sur le terrain avec les patients, puis que le besoin est stratégique, la personne va risque d'être déçue, puis l'organisation aussi. Donc, la première chose, c'est de s'assurer, quand on commence, est-ce qu'on est la bonne personne à la bonne place? Je pense que c'est essentiel. Deuxième chose, l'accompagnement. Ça paraît un peu banal, mais bon, Valérie et Bruno, son collègue, m'ont accompagné, m'ont préparé, parce que la communauté de gestion des risques cliniques, il y a des acronymes à la tonne. Dans un autre milieu, l'URDM, c'est quoi l'URDM? J'avais aucune idée. Voilà, Bruno m'a expliqué l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Donc là, maintenant, quand le membre du comité qui travaille là explique certains trucs, et là, je suis capable de comprendre. Donc ça, c'est important. Puis le dernier point, est peut-être, ce n'est pas le plus important, mais un des plus importants,
c'est l'engagement de la direction. À savoir, est-ce que c'est un engagement qui est pas phony, le terme anglophone, qui n'est pas faux. Parce que c'est juste une case à cocher dans un formulaire, un spreadsheet d'Excel, pour dire on l'a fait, merci beaucoup, on passe au suivant. Les gens vont le savoir. Moi, personnellement, je vais le sentir. C'est certain que si j'avais senti ça, je me serais reculé en disant, OK, je ne suis pas votre client pour ça. Je ne suis pas la bonne personne. Alors que là, je sens vraiment l'inverse, c'est qu'ils veulent réussir. Mon expérience d'amélioration continue dans le privé va montrer que c'est la clé du succès également en amélioration continue. C'est la même chose pour l'approche de partenariat. Je dis souvent en blague, je regarde Sylvain, mon collègue, mais ils ont un radar pour voir les gens qui instrumentalisent. Vous avez tous un radar, les patients, pour savoir quand ça va fonctionner ou pas. C'est assez facile pour vous de savoir quand ils le font pour la vraie raison. Merci pour ce témoignage-là. Rita, Louise-Anna, je me demandais comment les récits des usagers comme celui que Rita a fait au début peuvent vraiment être un outil de sensibilisation. Est-ce que ça permet des fois de faire réaliser la réalité de l'expérience aux équipes? Lors de la rencontre de clôture du projet qui rassemblait plusieurs gestionnaires, les 4 patients partenaires ont présenté leur perspective ou une histoire comme patient plus proche. Nous avons senti que chaque personne a trouvé son niveau d'intérêt. Certaines personnes sont plus intéressées par la structure organisationnelle, d'autres plus orientées sur l'expérience du patient. Ces intérêts spécifiques se traduisent dans la manière de raconter leurs expériences et préoccupations et influencent la direction du projet. Les gestionnaires sont dans le fait loin de l'expérience des patients. Ils gèrent des choses importantes toute la journée, mais ils ne sont pas vraiment engagés de proche avec ce que les patients vivent durant l'hospitalisation. C'était clair durant la présentation que les gestionnaires étaient surpris, touchés par les récits partagés. On peut se demander comment des personnes qui prennent des décisions importantes peuvent être plus sensibilisées à ce que vivent les patients. Comment est-ce qu'on peut faire la connexion là? La connaissance de l'expérience des patients devrait influencer la manière de déterminer les priorités. Inclure les récits des personnes nous rappelle la mission principale de l'hôpital. Peut-être juste en ajout à ça, en fait, dans le contexte du projet, on a aussi invité une patiente, on a une superbe patiente partenaire de 90 ans qui a été super engagée dans ce projet-là, qui nous a accompagnés dans des formations avant la pandémie, qu'on pouvait les faire encore en personne. Puis, c'était une formation, c'est notre fameuse formation partenariat dans les soins 101, qui durait 30 minutes. Et la minute où elle parlait, on le voyait tout de suite, là, le personnel était complètement accroché à ses lèvres. C'est vraiment des moments déterminants. Puis la gestionnaire s'est engagée justement à intégrer beaucoup plus de témoignages puis d'expériences de patients dans le cadre des formations, même de manière régulière. Merci beaucoup. C'est de rattacher les gens. J'aime ça la dernière phrase de ce que vous avez dit, Rita, sur le fait de revenir à la mission principale de l'hôpital. Vous deux, je me demandais surtout comment il faut pour qu'est-ce qu'il faut pour réussir? C'est quoi la clé? C'est quoi vos clés? Surtout pour voir des changements dans les soins cliniques. Donc, on parle de beaucoup de choses qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une organisation, mais comment on fait pour qu'il y ait des impacts cliniques? Parce que moi, je parle pas très fort. Question simple, réponse complexe. Ouais. C'est qu'est-ce que ça prend? Ben, je pense que tout d'abord, il faut y croire. Ça prend des porte-paroles comme Nathalie, comme Greta, comme Pierre. La puissance du storytelling, la puissance des témoignages, je rebondis sur ce que vous avez dit, je pense que ça nous
nous ramène justement à la mission première, des raisons pour lesquelles on est là comme soignant, les raisons pour lesquelles on est là comme gestionnaire, comme organisation de soins de santé, ben, c'est de rétablir la santé et la qualité de vie. Donc, d'être capable de reconnecter, hein, puis je pense que c'est pas... je pense que tous les soignants ont ça en tête, hein, c'est dans leur vocation, mais je pense que parfois on oublie à quel point, dans la volonté de sauver la vie, de rétablir la qualité de vie, ben, on oublie qu'il y a une personne avec sa propre histoire, il y a une personne avec son projet de vie. Hein, puis je pense que pour sensibiliser, ben, c'est un travail en continu, puis c'est un travail qu'on doit pérenniser dans nos établissements, tout le monde ensemble. Merci. Puis moi, oui, pour ma part, ben, je pense que ce que ça prend, c'est des exemples concrets. Souvent, le soignant nous dit des choses et il ne voit pas la répercussion après chez nous. Puis moi, j'ai juste 2 petits exemples à vous dire, mais mes 7 spécialistes qui m'écoutaient, je peux vous dire qu'à un moment donné, le moral est très important dans tout ça. J'ai eu beaucoup de deuil à faire, que ce soit le soleil, que ce soit le travail, un travail que j'adorais. J'étais, dans le fond, un gestionnaire chez Costco. Et puis, tous ces deuils-là se font, puis à un moment donné, le moral n'est pas toujours là. Mais quand on se sent faire partie d'une équipe, à un moment donné, j'avais plus le moral, je me suis dit, je ne peux pas lâcher. Je me suis rappelé mon médecin qui m'a dit, on va trouver, je te lâcherai pas. Puis je me suis rappelé ça, je me suis dit, mais je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher, ils sont là, ils recherchent pour moi. Puis ça a pris un investissement de temps, me sentir importante en face, parce que l'autre moitié qui ne m'écoutait pas, je me disais, oh mon Dieu, il y a d'autres mondes plus importants que moi là. Je vais le laisser aller, donc je ne posais pas mes questions. Mon deuxième exemple qui, à un moment donné, on a pris du temps pour m'expliquer ma médication parce que je prends encore 26 pilules par jour, j'en prenais 32. Puis là, ça dépend de beaucoup de spécialistes, donc l'un, il faut qu'il regarde ce que l'autre m'a donné. Puis à un moment donné, on m'a dit, fais attention, là, ce que tu prends, tu peux faire une psychose, Nathalie. Donc, elle m'a tellement expliqué ça bien que quand je suis arrivée chez nous et j'étais hautement immunosupprimée, donc il fallait que j'évite d'aller à l'hôpital, quand que ça m'est arrivé où je tournais en rond dans la maison puis que mes proches étaient très, très inquiets, bien, je me suis dit, c'est vrai, elle nous l'a dit. Là, je vais me calmer, il faut que je m'assoie puis je me calme. Mais ça, vous ne voyez pas ça de chez vous. Mais le temps que vous investissez, puis j'aurais plein d'exemples, mais moi, ça m'a sauvé une hospitalisation et ça a sauvé beaucoup de temps au système de santé aussi, mais ça a sécurisé mes proches, ça m'a sécurisé. Donc, des exemples concrets je pense que c'est ce que ça prend, de ce qu'on vit au quotidien en clinique. Merci beaucoup, parce que ce que ça montre, Nathalie, ce que tu dis, c'est la création de la valeur. C'est ça qu'on veut faire. Puis la valeur, c'est l'expérience des usagers, c'est l'expérience des soignants, c'est les coûts de ne pas être réhospitalisé, c'est les coûts, puis c'est la santé générale. Donc, tout ça dans des choses très simples. Je veux ouvrir la période de questions pour les quelques minutes qui nous restent. Je sais qu'en ligne, il y a quelqu'un qui avait déjà posé une question. Puis comme vous avez eu des petits enjeux techniques, c'est vous autres les premiers. Je vous laisse aller. Oui, effectivement. Donc, on avait une question en salle. Vous avez parlé des incontournables visant à assurer l'intégration optimale des patients partenaires dans l'équipe, mais de façon plus pratique, la question posée, c'était comment avez-vous fait pour impliquer, comment est-ce que vous avez procédé pour impliquer les patients partenaires dans l'équipe? Oui, merci. Mais en fait, concrètement, nous, dans l'organisation, ce qu'on a fait, on a commencé par faire comme un recrutement un petit peu plus élargi. Puis on est allé voir c'est quoi les intérêts, c'est quoi l'expérience, en fait, que les gens qui avaient levé la main, les usagers, en disant, bien, qu'est-ce que j'aimerais partager? Donc après ça, on est allé voir de quelle façon on pouvait les intégrer. On leur a créé un statut officiel d'usager ressources pour qu'ils se sentent légitimés, on pourrait dire, en fait, parce que c'est une des choses qui nous avait été nommée,
d'être dans un comité au même titre que n'importe qui d'autre dans le comité. Donc, avec leur place, avec leur carte d'identité usager ressources. Fait que ça a été quand même une belle façon d'intégrer là, un incontournable pour nous. Et dans l'accompagnement, en fait, Pierre l'a dit tantôt, de créer vraiment un statut d'employé partenaire. Donc, pour vraiment venir donner une ressource dédiée, en fait, à l'accompagnement de l'usager pour l'intégration dans son comité. C'est très important parce que souvent, on va nommer la personne responsable d'un comité ou d'un projet comme personne ressource, mais cette personne-là n'a pas le temps dans son quotidien avec toutes les ordres du jour, tout ce qu'on a à faire. Donc, vraiment, d'aller chercher une autre personne dans le groupe de travail, dans le comité, qui a cette responsabilité-là, d'aller chercher l'usager avant les rencontres, de le préparer, regarder les thèmes, expliquer justement dans des mots plus clairs, plus simples, et de nous ramener aussi durant les rencontres pour dire il y a trop d'acronymes ou ce volet-là, pouvez-vous l'expliquer davantage? Pour nous, c'était vraiment deux incontournables en fait pour intégrer en fait la voie des usagers. J'aime beaucoup votre idée, cet élément pivot qui crée un lien, garde la communication, crée de la confiance aussi. Je trouve ça super bon. Avez-vous d'autres exemples concrets comme ça? Rita, is there anything that made the relationship easy? La question, c'est des éléments très concrets qui ont fait que la relation de partenariat peut avoir lieu. Is there anything like really concrete? Mais oui, alors j'ai écrit quelque chose. Ouais. Alors j'ai écrit, nous savons que tout le personnel est débordé. Cela dit, j'aimerais souligner l'importance que chaque personne qui entre en contact avec le patient de prendre le temps de connecter avec la personne. Pour accomplir ça, il est souvent nécessaire de trouver une porte d'entrée dans la vie de cette personne. Je me souviens d'une patiente âgée que j'ai questionnée qui n'avait pas beaucoup d'ouverture a priori. Elle venait tout juste d'arriver à l'hôpital et elle était désorientée et anxieuse. À un moment de la conversation, elle m'a confié qu'elle avait été formée comme infirmière à ce même hôpital il y a plusieurs décennies. Or, je lui ai dit, vous devez en connaître beaucoup sur cet hôpital. Vous avez beaucoup à partager. C'est seulement à ce moment qu'elle s'est ouverte à porter attention à mes questions qu'une connexion s'est créée. Ce n'a pas pris tellement de temps au final, ce n'a pas pris que de l'écoute pour qu'elle se sente considérée et reconnue dans son expérience dans cet environnement. Même si la patiente est dans une situation de confusion, il faut trouver une manière de valoriser son récit. Être capable de solliciter ce genre d'informations de la population et de créer ce lien de reconnaissance et de confiance est une compétence très importante du partenariat. Est-ce que je peux me permettre, pour répondre à la question, moi je crois sincèrement depuis plusieurs années et encore plus maintenant avec le manque de personnel, que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est l'embryon de la médecine de demain. Il y a moins de personnel, et ça c'est le vieillissement de la population. Il faut remettre la médecine aux mains de tous et chacun, et ça va aussi pour les CLSC. J'ouvre une parenthèse, je pense que tout le monde de la population devrait aller passer une semaine en CHSLD. Parce que c'est plus vrai qu'on va mettre là-bas des patients et on les abandonne par la suite. Ce qu'on a fait dans les années 80 et 90 ne peut pas être répété. Chacun d'entre nous doit se porter, doit faire un engagement envers le prochain. Pour ce qui est des patients, moi, comme expérience, quand j'ai commencé mon projet chez icardio.ca, j'ai mis des logos sur une table. Ce sont les patients qui ont choisi le logo de icardio.ca. Ce sont les patients, je leur donnais les textes pendant qu'ils étaient dans la salle d'attente, les textes pour si c'était compréhensible ce que j'avais écrit. On me disait tous, c'est très parfait, mais c'est trop lourd. Il faut mettre ça dans le style Journal de Montréal, avec un paragraphe et un titre. Très bien. Le logo, le leitmotiv de Icardio, comprendre pour mieux vivre, ce sont les patients qui ont décidé ça. Moi, je suis un exécuteur. Les patients sont les formateurs. Quand on produit un texte, et un texte peut prendre 2 ans avant d'être mis en ligne,
Les textes sont relus par un groupe de patients, j'en ai 9, 26, 86 ans. Mais plus critique, 26 ans sur la formulation du web, 86 ans sur les abréviations et sur les mots techniques. Ils les voient tous. Les patients sont une richesse et ils sont prêts à lever la main n'importe quand. On a offert avec le DSQ un appareil d'anxiété. On n'a pas offert le mode d'emploi. Il n'y a rien sur la connaissance et la compréhension de ce qui est écrit là-dedans. Alors, je lis que j'ai un kyste quelque part, j'ai un cancer. Mais si je dis qu'un kyste, c'est bénin, ça me rassure. Il faut s'assurer que la médecine de demain soit accessible à tous et chacun et que les professionnels de la santé, nous allons être quelques-uns, mais les ressources principales vont provenir de la salle. Ce que je trouve intéressant, c'est un lien avec la leçon d'humilité dont tu parlais, Rosanna. C'est que ça nous demande d'être humble. Puis de changer la posture de « on le sait, je vais le faire » à « non, je t'en écoute, puis de partager. Ça, c'est très déstabilisant. Bien, j'adhère à beaucoup des propos que vous avez amenés quand même. Je ne suis pas tout à fait en accord avec le terme d'exécutant. Je pense que quand on est dans une relation de partenariat, justement, l'idée, c'est d'essayer de développer une dynamique égalitaire entre nos patients partenaires. Bon, quand je parle d'exécuter, c'est moi qui ai la clé, c'est moi qui ai le web. Alors, j'exécute ce qu'eux me disent. Moi, je suis à leur service. Je ne suis pas moi qui leur impose. Peut-être j'ai été mal cité, mais exactement. Moi, je suis là pour mettre en ligne ce qu'eux me disent et le mettre dans le format qu'ils me racontent. Ah, c'est à vous. Je prends une question en salle parce qu'on a commencé 5 minutes plus tard. Marc? Moi, c'est pas une question comme un commentaire. Puis dans le fond, je le fais à ce moment-ci, mais depuis ce matin que mon commentaire mûrit. Je pense qu'un des défis qu'on a, c'est d'extensionner la sensibilisation à l'ensemble des différents intervenants qui gravitent dans le monde de la santé et des services sociaux, justement pour faire face aux défis énormes qu'on a, eu égard au vieillissement de la population. Puis il faut revenir toujours au projet de vie que la personne porte et que ses proches aussi sont interpellés à l'accompagner dans son projet. Alors, je pense que oui, c'est intéressant qu'on sensibilise les médecins. L'approche patient-partenaire, c'est beaucoup une approche qui est plus associée au monde hospitalier. Ce que je souhaite, c'est qu'on sorte ici à 4 heures et qu'on soit des ambassadeurs de cette approche-là dans l'ensemble des programmes cliniques pour l'ensemble des usagers du berceau, ou même avant la naissance, jusqu'après. Excellent. C'était bien mûri. Oui, je vous permets une petite question courte avec réponse courte. Mais en fait, c'est plus deux choses. D'un, pour rebondir à ça, puis de faire suite au commentaire précédent que j'avais formulé, c'est sûr que c'est difficile dans une structure qui est encore très hiérarchisée de promouvoir ça. Fait qu'il y a vraiment des efforts à faire des deux côtés pour que ça se généralise. Mais mon commentaire était à l'effet, puis je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des expériences, mais nous, dans le CIUS de l'Est, on a une clientèle qui est très multiethnique. Le sauf erreur, quand je regarde ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais donc, comment aussi engager, puis nous, on a 2 patients partenaires qui sont effectivement, puis s'ils m'entendent, ils vont se reconnaître, là, disons, d'une autre origine culturelle, mais ça reste que, spontanément, je vois quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, disons, de personnes ici depuis plus longtemps qui ont tendance à s'impliquer, mais est-ce que vous avez des expériences pour rassembler un peu plus de diversité? À Québec, déjà, c'est pas très multiethnique, mais on a des considérations autour de l'EDI, de l'équité, la diversité, l'inclusion dans nos processus. Mais je dirais que le plus bel exemple qu'on a, c'est pas tant au niveau culturel, je dirais, quoique on a quelques personnes de diversité culturelle, mais il y a quelqu'un dans notre équipe, patient partenaire et maintenant un employé qui est en fauteuil roulant, qui lui, il suit le plan d'action pour les personnes handicapées, juste pour donner un exemple. Mais on le fait avec un souci, justement, de penser à la diversité. Maintenant, on a un enjeu de diversité culturelle, c'est sûr, mais je pense qu'on doit peut-être prendre connaissance davantage des principes d'équité, de diversité là, qui sont de plus en plus enseignés, là, mais mettre ça aussi dans nos processus
terrain. Chose complétée en disant qu'il y a des diversités qu'on ne voit pas et qui sont dans l'âge, dans des perspectives et des trajectoires différentes, d'autres soucis aussi socio-économiques qui ne sont pas visibles. Mais oui, tout à fait, c'est une question qui va probablement revenir cet après-midi. C'est très pertinent de la poser. Merci. Je vous invite à aller manger. Merci infiniment.